Bonsoir chers tous, bienvenue sur Balafon Télévision. À une dizaine de jours pour la fin du 4e recensement général de la population et de l'habitat, couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage, le compte à rebours est crucial, car sur le terrain, beaucoup de Camerounais affirment n'avoir jamais vu un agent recenseur chez eux. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tanganji, a lancé via un communiqué ou alors un document daté du 17 juillet 2026 une mobilisation générale. Il demande aux sous-préfets, sous couvert des gouverneurs et préfets, de mobiliser chefs traditionnels, responsables politiques, religieux, élus et forces vives pour appuyer les agents recenseurs. Il ordonne aussi de se rendre personnellement sur le terrain et ce, quotidiennement, jusqu'à la clôture des opérations. Pour comprendre l'urgence, il faut savoir que ces données socio-démographiques actualisées du recensement serviront à orienter toutes les politiques publiques de développement pour les années à venir. C'est donc dire que l'heure est grave. Courtons le risque de ne pas pouvoir estimer à sa juste valeur la population globale de Douala et Yaoundé, quelles peuvent être les causes des difficultés que rencontrent les opérations quand on sait qu'une somme d'environ 13 milliards de francs CFA a été allouée pour cette initiative. Doit-on s'attendre aux chiffres attribués et non pas collectés au regard de la situation alarmante qui transparaît à quelques jours de la clôture finale du 4e recensement général de la population au Cameroun? Tentative de réponse avec le journaliste senior et directeur de publication Aurore Plus, Michel Michaud-Moussala, qui est avec nous en deuxième partie de l'émission. Mais avant, le journal. Bienvenue une fois de plus sur Balafon Télévision. Accusation de violence et torture sur des étudiants pour vol de matelas. À l'université Saint-Jean-Paul II, que s'est-il réellement passé? Ligoté, dénudé, roué de coups. Les images d'une rare violence ont choqué des milliers d'internautes. La scène se serait déroulée à l'université Saint-Jean-Paul II de Yaoundé. L'administration affirme que les jeunes hommes seraient impliqués dans un réseau de vol au sein de la résidence universitaire. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Élément de réponse avec Sébastien Oyébé et Julien Bapongué. Ligoté, dénudé, violemment frappé. Les images ont provoqué une vague indignation sur les réseaux sociaux. Une scène d'une rare violence filmée à l'université Saint-Jean-Paul II de Yaoundé, présentée comme une punition après le vol présumé de matelas. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Selon le rectorat, tout commence dans la nuit du 10 au 11 juillet. Un étudiant est surpris alors qu'il tenterait de sortir un matelas de la résidence universitaire, rattrapé par des riverains. Il est ensuite pris à partie par une foule. Le gardien et je pense 2 des techniciens qui travaillaient ont suivi et sont allés jusqu'à la scène et trouvent donc l'étudiant déjà neutralisé au sol et ils interviennent immédiatement. Il s'ensuit donc une bagarre. Selon l'université, ces agents de sécurité ont pu soustraire l'étudiant à la vindicte populaire. Au cours de l'incident, un technicien aurait été neutralisé et ligoté. Le recteur a alors dépêché le surveillant général sur les lieux où la foule lui aurait demandé de fouetter l'étudiant. Il a pris un bâton qui traînait là et on lui a dit tu es en train de t'amuser. Il y a donc une personne dans la foule qui lui a donc remis la machette et lui dit tape-le avec la machette pour être sûr que tu es d'accord avec nous. Malheureusement, il a obtempéré sous le coup de la pression et a donné donc ces coups que vous avez vus malheureusement.
Depuis quelque temps, un vent d'horreur souffle sans cesse sur les grandes villes du Cameroun. Une tragédie s'est encore produite à Douala. Un éleveur lynché à mort après avoir poignardé un collègue à Bonabéry. Au moins 2 personnes ont donc trouvé la mort à la suite d'un drame survenu tôt ce matin du 21 juillet au Carrefour Musique. C'est dans l'arrondissement de Douala 4e. Selon des témoins, un éleveur du marché à bétail connu pour son instabilité mentale et son agressivité sous l'effet de la drogue, a été lapidé à mort par des riverains après avoir mortellement poignardé un autre éleveur. D'après les informations recueillies, le présumé agresseur semait la terreur au marché de bétail de Carrefour Musique. En tentant de le chasser, il a opposé une résistance et essayé de poignarder des personnes sur le marché. Il s'est ensuite précipité sur la rue, une arme blanche à la main. Les tentatives de ses collègues pour l'arrêter ont échoué, ce qui a conduit à ce tragique incident. Jessica Tenos, Maché et Fondrené Marquez ont recueilli les informations pour notre rédaction. Nous vous invitons à regarder. Residents of Carrefour Musique witnessed a horrific scene that left at least 2 people dead. According to eyewitnesses, a pastoralist who becomes slightly mentally deranged stabbed multiple people as he tossed his dagger around. One of them has to release a knife, and when he released that knife, he stabbed one of his brothers. So when people now were struggling now to come and separate them, the guy that stabbed his brother became so aggressive to an extent that he has to, anybody that come his way, he will just stab the person. A source at the cow market in Carrefour Musique recounted that Beheda had a history of aggression. In an attempt to get rid of him, he resisted and stormed into the street, wielding his dagger. Efforts by his friends to arrest him proved futile as he swung the knife widely, injuring many. Among those hurt was another cowhead who was stabbed in the stomach. This angered the population, who responded by stoning him to death. They were rushing behind him, so one of the elderly person here, he called for one small boy that he should come. What is going on? So he was the one who explained it. He was talking in Arabic, so I don't understand Arabic very well. He said that they have already tried to spear somebody in Marché de Bay. So they want to catch him. He said, no, don't follow him like that. You have a knife and he's with anger. He can kill somebody. You push away, let him go and take a rope. He will catch him like a cow. So when he catch him, all of them will hold the rope to turn him so that he will be very weak. Then when they will join and tie him, they will go with him. So the knife was a dagger. So he was struggling to cross this water. That is when one man shoot him a stone, a very big stone. He fall. When he fall inside the water, everybody come and be shooting him. They were shooting him in the water until he was weak. Residents of the area questioning why headers are always in possession of daggers which they use to commit atrocities. Why is the state that authorized them to be walking around with weapons like knife? Because those are dangerous weapons. Each time you offend them or there is a problem, they will just release a knife and they can staff at any time. Traders and bike riders at a roundabout say this is not the first time such an incident has occurred. Le ministre des Transports, Ernest Massena Galé-Bibé, a accordé 8 jours aux propriétaires du MV Black Rhino pour soumettre un plan détaillé de renflouage de son navire. Le MV Black Rhino est l'un des 2 bateaux impliqués dans un accident maritime survenu le 11 juillet 2026. Afin de s'assurer du respect de ces directives, le ministre des Transports a fixé un délai strict de 15 jours aux propriétaires du navire pour démarrer les travaux sur le site. Si la non-exécution persiste, l'administration procédera elle-même au renflouage du navire aux frais, risques et périls exclusifs du propriétaire, conformément à la législation maritime en vigueur. Écoutons le ministre dans cet extrait sélectionné par Fondrené Marquez. 8e recommandation. Fixer un calendrier impératif pour le dégagement du MV Black Rhino. Il est accordé à l'armateur un délai de 15 jours pour engager effectivement les opérations de navire. Les 8 premiers jours
annoncées initialement devront nous permettre de faire le point de ce qui va être envisageable. À défaut, une mise en demeure de 8 jours lui sera notifiée et en cas de persistance de la carence, l'administration procédera à l'exécution d'office des travaux, aux frais, bien entendu, risques et périls de l'armateur, ce conformément à la législation en vigueur. Voilà qui est dit. Pénurie de gaz SCTM, les revendeurs et les ménages asphyxiés à Douala. L'asphyxie économique à Bonabéry depuis 2 mois. L'absence totale du gaz SCTM sur les marchés paralyse les petits commerces et laisse des centaines de consommateurs dans le désarroi. Pour retenir leur clientèle, des revendeurs se voient contraints d'échanger les bouteilles SCTM contre d'autres marques à leurs propres frais, voyant ainsi leurs bénéfices s'effondrer. Face à cette pénurie persistante, de nombreux ménages sont réduits à retourner au charbon de bois. Un reportage de Jessica Tenos, Maché et Fondrené Marquez. Gas vendors in Bonabéry say the absence of SCTM gas for the past 2 months is severely affecting their business. Quoted David, the gas vendor, explains. Depuis 2 mois qu'on a ces difficultés, mais on n'explique rien. Mais au niveau de la société, on ne sait exactement pas ce qui se passe. Tantôt le responsable n'a pas payé le gaz, il est insolvable, tantôt il est malade, tantôt il est en Europe. In order to satisfy his customers, this vendor now has to exchange SCTM cylinders for other brands. Les clients viennent seulement pleurer, ouais papa, comme je n'ai que la bouteille SCTM, est-ce que je peux te donner ma bouteille SCTM pour que tu me donnes autre chose? Voilà le souci des clients maintenant. Depuis 1 mois j'ai fait ça. Le magasin est suffisamment plein de bouteilles SCTM vides. The change has negatively affected his business. Le changement que j'ai eu à faire, je me retrouve que mon magasin, si j'avais 100 bouteilles, ce que le magasin contient maintenant 80 bouteilles SCTM. Je pourrais vendre facilement 20 bouteilles par jour. Dans les 20 bouteilles, si tu as 300, ça te fait 6 000 francs. Ça fait manger au moins les enfants. Ça me fait aussi manger. Although the Cameroonian Metal Processing Company SCTM is yet to make an official statement on the scarcity, unofficial sources say there was a rupture in supply from the main gas provider. The supply is expected to be re-established before the end of this week. Voilà, dans une situation bien critique qui fait souffrir beaucoup de ménages. À présent, parlons de protection de l'environnement pour ce qui est de l'usage des emballages plastiques. Un objectif de 30% de plastique recyclé d'ici décembre 2026 est lancé. Si la mesure ministérielle promet de transformer la lutte contre la pollution au Cameroun, la résistance invisible de certains industriels inquiète. La Fondation camerounaise des consommateurs frappe sur la table et demande à l'État de maintenir le cap sans reculer. Enjeux, freins et impact de cette réforme, une enquête de Jessica Tenos-Maché. Chaque année, près de 600 000 tonnes de déchets plastiques sont abandonnés dans la nature au Cameroun. Inondations, pollution et risques sanitaires, les conséquences sont de plus en plus préoccupantes. Le plastique, pour l'avoir comme on l'a, on a besoin au moins de 154 substances qui sont très très dangereuses. Et ces substances, lorsque les produits emballés sont exposés au rayon solaire, peuvent migrer du contenant vers le contenu. Et ça peut entraîner plus tard des maladies cardiovasculaires, des infections pulmonaires et pourquoi pas la baisse de fertilité chez les jeunes filles. Pour inverser la tendance, un arrêté gouvernemental impose, dès le 1er décembre 2026, un taux minimal de 30% de plastique recyclé dans les emballages. Une mesure dont Alphonse Aïssi Abena, président de la FOCACO, réclame l'application sans nouveau report. L'arrêté ministériel signé par le ministère de l'Industrie et de l'Environnement est un arrêté salutaire, mais aujourd'hui, nous voyons que les industriels ne bougent pas, n'ont pas encore migré vers cette nouvelle réglementation, raison pour laquelle on interpelle le gouvernement à être ferme pour que dès le 1er décembre, que tout emballage plastique retrouvé sur nos étals
doit être constitué à 30% de matière plastique recyclée. Pour les experts, cette transition représente aussi une opportunité de créer des emplois et de développer une véritable filière locale du recyclage. C'est une opportunité inédite pour créer des emplois, pour stimuler la croissance, pour stimuler l'innovation et pour stimuler au-delà même le renouvellement de la biodiversité dans notre pays et même dans la sous-région. À quelques mois de l'échéance, les regards sont désormais tournés vers l'État, attendus sur l'application effective de cette réforme. Affaire donc à suivre. À Douala, la future route côtière face aux inquiétudes des riverains destinée à désengorger durablement la circulation dans la capitale économique, la future route côtière de Douala poursuit son chemin. Mais depuis quelques jours, le chantier est à l'arrêt sur fond de revendications des populations riveraines. Une enquête de Théodonto. Du carrefour Malture au prolongement de l'échangeur du rond-point d'Eido, la future route côtière s'étendra sur 10 km. Construite avec une emprise de 40 mètres, elle comprendra 2 chaussées de 12 mètres séparées par un terre-plein central. En passant par les quartiers d'Anver, Aquanor, Bonewonda, Bonateki et d'Eido Plage, elle longera le fleuve Vouri. À Aquanor, une partie de l'ouvrage sera construite à près de 10 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Entièrement financé par la communauté urbaine de Douala, ce projet a appelé à transformer durablement la mobilité dans la ville. Mais depuis quelques jours, les travaux sont à l'arrêt après un mouvement de contestation des riverains. Un problème d'indemnisation et peut-être d'information. Mais néanmoins, ils ont déclenché 2 types d'actions. Une action administrative qui a abouti à ce que le gouverneur de la région émette un message porté d'interdiction de poursuite des travaux jusqu'à règlement de cette question. Mais simultanément, ils ont également engagé une action en justice où ils ont assigné la communauté urbaine de Douala en arrêt des travaux pour un certain nombre de motifs. Selon la mairie, des concertations sont en cours pour favoriser une reprise du chantier. Les choses avancent bien et nous espérons que d'ici la fin de la semaine, nous aurons conclu un protocole d'entente. À Aquanor, malgré les réunions d'information organisées avec des autorités traditionnelles, plusieurs habitants restent préoccupés. Ce qui est certain, elle passera, mais on n'est pas certain, puisqu'on ne peut pas localiser exactement les espaces que ça pourra occuper. Même inquiétude du côté de la carrière d'Aquanor, où les travailleurs suivent l'évolution de la situation. Dieudonné Kodok, ouvrier de la carrière. Beaucoup d'inquiétudes, étant donné que c'est là où nous cherchons notre gagne-pain, que nous faisons des efforts pour subvenir nos petits besoins de nos familles. Cette route côtière devrait offrir une nouvelle entrée dans le 5e arrondissement, réduire les embouteillages et renforcer les échanges dans la capitale économique. Pour voir où est passé le président Paul Biya, parti depuis le 7 juin 2026 pour un court séjour privé en Europe. D'après le communiqué officiel, le président Paul Biya n'a plus été aperçu voici déjà 44 jours, suffisant pour que les Camerounais se demandent légitimement où est le président de la République et que fait-il. L'hypothèse d'un cas de maladie évoqué par le magazine panafricain Jeune Afrique a été évacuée par le ministre de la Communication qui rassurait l'opinion de son état de santé et donnait une idée du lieu où il se trouvait à Genève. Qu'est-ce qui peut dès lors justifier cette absence prolongée? Tentative de réponse avec vous, Roland Tsapi. Bien malin qui pourra répondre à cette question de savoir ce qui retient le président de la République hors de son pays pendant une aussi longue période, dans un pays où celui qui sait ne parle pas et celui qui parle ne sait rien. Son cabinet civil avait informé le jour de son départ qu'il se rendait en Europe pour un court séjour privé sans plus. 10 jours après, incité par Jeune Afrique qui affirmait dans un article que le président de la République est pris en charge dans une clinique privée de Genève après un malaise lors de la fête du 20 mai, le gouvernement, par la voix de son porte-parole et ministre de la Communication, rejetait en bloc dans un communiqué du 18 juin ce qu'il qualifiait de conjecture malveillante et infondée, précisait que Paul Biya ne séjourne nullement dans un établissement hospitalier et rassurait de son état de santé.
Cette sortie du ministre avait le mérite de donner quelques précisions qui manquaient au communiqué du cabinet civil le 7 juin. On sait désormais que le président est à Genève en Suisse. Et quand le MINCOM dit que son état de santé, je cite, ne nécessite point une prise en charge médicale à la mesure de celle que laisse entendre Jeune Afrique, fin de citation, cela sous-entend qu'il a un problème de santé, mais que Jeune Afrique exagère en disant qu'il est pris en charge dans une clinique privée. Son âge le prédispose d'ailleurs à des soucis de santé et il faut dire qu'à ce niveau, on note une avancée dans la communication gouvernementale car par le passé, elle ne laissait aucun doute sur l'excellent état de santé du président de la République. Que ce soit en septembre 2024, quand il est resté près de 50 jours hors du pays après une visite en Chine, ou en septembre 2025. À chaque fois, les communications de la présidence ou du ministère étaient sans équivoque. Le président a une santé de fer. D'après la version officielle donc, le président de la République n'est pas retenu hors du pays pour des problèmes de santé. Et s'il n'est pas dans une clinique, cela veut dire qu'il séjourne avec sa suite dans un hôtel privé. Et que fait-il à longueur de journée? Sans doute ce que font tous les présidents au quotidien, qui donnent du sens à l'expression calendrier très chargé. Devait donc dès lors croire que le palais de l'unité n'offre plus un cadre approprié pour travailler pour que son locataire prenne un bail hors du pays et ce de manière répétitive. Encore que la piste du travail est fausse, puisque le cabinet civil a bien précisé qu'il se déplace pour un séjour privé. Privé, pas public. Donc il s'occupe de ses affaires privées. Et vu son âge et sa durée au pouvoir, il doit en avoir suffisamment d'affaires privées. Entre-temps, le pays peut attendre, en se souvenant juste que le temps présidentiel au Cameroun ne se discute pas. L'heure est grave. Court-on le risque de ne pas pouvoir estimer à sa juste valeur la population globale, notamment des villes telles que Douala et Yaoundé, à une dizaine de jours pour la fin du 4e recensement général de la population et de l'habitat, couplé au recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Le compte à rebours est crucial car sur le terrain, beaucoup de Camerounais affirment n'avoir jamais vu un agent recenseur chez eux. Le ministre de l'administration territoriale Paula Tanganji demande aux sous-préfets, sous couvert des gouverneurs et préfets de mobiliser chefs traditionnels, responsables politiques, religieux, élus et forces vives pour appuyer les agents recenseurs sur le terrain. Il leur ordonne aussi de se rendre personnellement sur le terrain et ce quotidiennement jusqu'à la clôture des opérations. Comment comprendre qu'une opération lancée depuis le 24 avril dernier et qui a connu une prorogation justement continue de faire courir au point où les sous-préfets sont appelés à la rescousse. Pour en parler, nous avons sur le plateau du Grand Plateau Michel Moucho-Moussala, journaliste senior, directeur de publication du journal Aurore Plus. Merci Michel Moucho-Moussala d'être venu. Merci Marinette et merci pour votre invitation. Voilà. Alors, d'entrée de jeu, est-ce que vous avez déjà été recensé? Bonne question. Vous avez vous-même dit que c'est depuis le 24 du mois d'avril que l'opération de recensement, les opérations ont été lancées. Moi, je suis à Douala. Si je vous dis que j'ai vu passer l'ombre d'un agent recenseur, c'est que je viendrai mentir sur ce plateau. Et ainsi même pour les voisins. Même peut-être si j'élargis l'assiette, tout mon entourage, personne n'a été encore. Vous avez mené une petite enquête, J'ai mené une enquête, effectivement, parce que je me suis peut-être dit que l'ombre de ma maison peut être gênant. Donc il fallait que j'aille tout à côté pour voir si les autres, si chacun m'a laissé entendre que mon frère, on comptait que ça commence par vous. Donc, ça veut dire que si d'ici le 31 juillet, il ne passe pas, vous ne serez pas compté parmi la population. Non, je ne ferai pas partie des Camerounais, c'est voilà. ce que ça veut dire. C'est ça. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai écouté votre exposé où vous parliez du communiqué du MINAT. Tout à fait. Et il est désagréable de venir dire un certain nombre de choses qu'on en soit dans un pays où il faut toujours agir quand la situation est chaotique. C'est pas bon. Gouverner, c'est prévoir. Donc, cette machination qui se fait autour du recensement, il dénote à suffisance que l'autorité en place, le système en place, ne mérite pas connaître exactement la démographie camerounaise. Ça démontre à suffisance parce que quand on veut faire quelque chose, on réfléchit, on mûrit et on l'implémente. Vous ne pouvez pas comprendre aussi simplement que toute chose
qu'on veut faire au Cameroun, on donne une partition politique, même dans quelque chose qui a des apparences d'exécution sociale. Le communiqué du MINAT vient en dernier ressort. Mais est-ce que sur le plan organisationnel, des pouvoirs publics avaient la volonté de voir vraiment recenser les Camerounais? C'est les effets d'annonce. Et on s'est entouré, comme toujours, dès que vous avez la responsabilité de l'organisation d'une cérémonie, on pense d'abord à la famille, aux amis et tout ce qui peut intéresser l'entourage. Moi, je vais vous prendre des exemples basiques au cours de votre émission. Allez-y. Vous avez l'arrondissement de Ndikinimeki, je prends ça comme ça. Ou je prends l'arrondissement de Douala 1er. Il y a des villages où, quand on compte le nombre de chefs, chaque village a un chef traditionnel de 3e degré. Et ce monsieur a une rémunération mensuelle de 50 000. Tous les mois, les chefs de 3e degré. On aurait pu tout simplement prendre les natifs de chaque village. Parce que le vôtre, Marinette, dans votre village, il n'y a que des étudiants. Vous ne pouvez pas me dire que vous pouvez trouver 20 étudiants, même des enfants qui ont le bac. Même ceux qui ont le BPC, qui sont un peu éclairés. Déjà, Kachan, il y a une université qui rassemble. Je ne vais pas énumérer cet aspect. Je prends des exemples pour qu'on se comprenne, terre à terre. Tout à fait. Pour que je maîtrise les pistes de votre village, il n'y a qu'un enfant du village et son chef. Si aujourd'hui le ministre de l'administration territoriale venait à convoquer la présence des sous-préfets, quand le sous-préfet arrive dans un arrondissement, il n'a que sa tournée qui fait de prise de contact. Il va dans ces différents villages. Mais Dieu seul sait, si vous avez des villages retirés à 45 km du centre administratif, il a quelle puissance d'aller recenser là-bas. Puisque quand il arrive, il est accueilli par les populations chez le chef. Et son séjour finit chez le chef avec un discours et avec l'accueil populaire. Il fait demi-tour. Est-ce qu'il connaît les alentours du village? On aurait pu penser que chaque arrondissement, si on avait la volonté de voir les choses bien se faire, vous allez à Tchang, vous prenez les différents arrondissements qui sont dans la cartographie camerounaise, vous prenez 50 gares, peut-être 20, je ne sais pas quel est le nombre que je vois passer dans chaque groupe. C'est eux et ces chefs qu'on leur dise que non, le salaire que vous touchez, ça aussi, ça peut concourir à ce que vous aidiez les agents recenseurs de l'État. Parce qu'un gars qui vient à Douala 1er, et qui vient de Tchang, et qui est un étudiant qui fréquente à l'université de Douala, dans une université à Douala, et que vous le preniez pour qu'il sillonne Douala 1er, il aura du mal à connaître les villages. Parce que c'est une élection, c'est un recensement de proximité. Tout à fait. Donc, on n'invente pas du fil à couper du beurre. Il faut tout simplement que nos autorités aient la volonté. Parce que là, si vous alliez, j'ai fait une enquête pour voir un peu, pour me rapprocher des gares qui sont dans ce recensement. Vous dites à quelqu'un, Sable, Bonewonda. Il demande, Bonewonda, c'est où? C'est de quel côté? Vous l'avez jeté dans la nature où il ne saura comment s'exprimer. Mais pour davantage étayer mon propos, c'est de dire que le gars qui est natif du coin et qui a été formé dans le cadre de cette opération peut parler le patois à une femme qui ne s'exprime ni en français ni en anglais, pour qu'on puisse prendre en compte celui-là. Comment comprendre qu'il y a une petite volonté? Les gens ont pris les membres de famille, ils ont dit que c'est en 2 mois vous allez avoir une telle rémunération. On a embarqué les uns et les autres sous le prisme d'un parti politique, même le R, pour ne pas dire. Si vous allez voir, c'est les jeunes militants de l'OJADPC qu'on a renfloués pour qu'ils soient sur le terrain, comme si c'était une manière de leur récompenser quelque chose. Non, ça n'avantage pas. Et même, ça montre la suffisance que depuis combien on a signé un décret où le chef de l'État demande qu'on essaie de voir comment on va élargir l'administration et les nouvelles unités administratives. Vous verrez que ils en sont dans l'impossibilité parce que vous êtes à Douala 5e. Je suis convaincu que votre sous-préfet de Douala 5e ne maîtrise pas la largeur, la superficie à Douala 5e. Mais la nature veille qu'on réfléchisse techniquement, parce que c'est un travail technique, et que moi je suis à Douala 3e. Je suis convaincu que jusqu'alors,
puisque je n'ai pas encore eu les agents recenseurs et vous parlez d'un délai, on a repoussé. Si en date, nous n'avions pas encore été recensés de mon côté, je ne sais pas si c'est dans quelques jours que cette équipe va pouvoir trouver à compenser les vides. Et souvent, il faut qu'on dénote des attitudes politiques dans des actes qu'on veut poser. Même si tout est politique, j'ai l'habitude de le dire, comme analyse politique. Mais il faudrait savoir souvent privilégier la voie des solutions qui sont louables. Cela veut dire on aurait pu faire les démarches que je vous dis, que de prendre des gens, les gens qu'on a envoyés en Diki, ou bien dans l'arrondissement de Nitoukou, pour qu'ils arrivent à Ndougbissou. Vous savez, là, il y a Ndougbissou. Ndougbissou, c'est un village de Chomois. Mais moi-même, pour que j'y arrive, c'est une demi-journée. Et ces gars sont à pied. Il n'y a pas... Il n'y a pas les mesures d'accompagnement. Vous partez de Wanen, c'est un coin de Ndiki. C'est un coin perdu. Il fallait segmenter les agents recenseurs des villages. Et vous saviez bien que aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale interpelle les églises. Voilà, les élus religieux, voilà, les chefs traditionnels, les sous-préfets. On aurait pu les intéresser dès au départ. Au départ, parce que eux, il n'y a nulle part ici au Cameroun, si vous arrivez, la seule chose qui peut manquer, c'est un poste de police. Mais les églises, même dans les coins les plus reculés, on trouve une église. Donc, Marinette, je fais une analyse froide pour que les uns et les autres comprennent comment cette affaire est appelée à échouer. Ou on va vous présenter, parce que les élections futures, si on donne la véritable population du Cameroun, il faut pouvoir aussi mettre en place des dispositions qui vont concourir à ce que ça assainisse le fichier électoral. Donc tout ça, on nous donne l'impression qu'on a une volonté politique, mais derrière se cache la face cachée de l'iceberg. Vous relevez quelque chose de très important, le laxisme, du moins une prétendue, si on peut le dire ainsi, un manque de volonté de la part des pouvoirs publics depuis le départ à vouloir bien faire les choses. Mais il faut également relever qu'il y a une certaine dénonciation au niveau des agents recenseurs qui sont accusés, pour d'autres, d'avoir fui avec du matériel, d'autres qui ne sont pas revenus ou alors qui n'ont pas terminé leur cours. C'est vrai que des problèmes sont énoncés, notamment le non-paiement de leurs frais de travail. Il y a également, pour le dire, certaines personnes qui n'ont pas pu avoir les moyens d'entrer dans des zones enclavées, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il faut quand même noter qu'on a quand même débloqué une somme d'environ 13 milliards. Est-ce que c'est peut-être la somme qui n'a pas été assez suffisante pour réaliser ce projet, vous pensez? Marinette, on a pris un crédit de 2000 milliards pour construire l'AS Yaoundé-Douala, 240 km. Mais en réalité, nous n'avions qu'une route de 60 km. Les pratiques au Cameroun sont légion. On vous donne les effets d'annonce 16 milliards. Quand vous rentrerez dans des enquêtes pour savoir exactement. Sinon, il n'y aurait pas eu de défections telles qu'on les voit dans les rangs des agents recenseurs. Si cet argent était réellement mis à la disposition de ceux-là. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne fabrique pas du fil à couper du beurre. Il s'est agi de pouvoir mûrir. On l'aurait fait depuis peut-être 2 ans où on a pensé qu'il faut lancer. La loi même exige qu'après un certain nombre d'années, qu'on procède à une évaluation de la démographie camerounaise. Donc, ce n'est pas une improvisation. Aujourd'hui, on donne l'impression qu'on veut rattraper. On veut rattraper quoi? On veut rattraper ce qu'on s'est donné pour mission de faire échouer? Non, on ne peut pas. Parce que tel que ça se passe, les gens sont... Vous arrivez chez des gens, vous allez trouver que ce monsieur n'a pas été averti qu'en telle période, les agents recenseurs passeront chez eux. J'ai vu un peu du cinéma à la télévision nationale, où quelques ministres, un dimanche, se sont donné le luxe, en buvant leur champagne, de se retrouver, d'inviter les agents recenseurs, de dire qu'ils peuvent faire comme nous, parce qu'ils ont passé pour une fois leur week-end à Yaoundé. Non, pour dire vrai, les Camerounais ont besoin des choses bien faites. On a l'impression qu'on est dans une navigation à vue dans cet état. Même des choses les plus sérieuses. Parce que si moi je ne suis pas recensé,
C'est un problème. Si vous n'êtes pas recensé, c'est tout un problème. Il faut reconnaître que ce sont les résultats de ce recensement, du moins les résultats sociodémographiques qui permettront à l'État de connaître une certaine démographie. Tout à fait. Et même sur le plan de la pratique économique. Si vous n'avez pas les données exactes, la démographie, vous ne pouvez pas faire des planifications qui scient avec les populations, avec le peuple. Donc, même si vous donniez, aujourd'hui chacun se lève et donne le nombre qu'il veut de la ville de Douala, d'autres nous parlent de 3 millions, d'autres parlent de 5, mais on n'a pas un fichier réel qui demande, parce que si on faisait ça par zone, chaque chefferie, aussi simplement, chaque village, chaque chefferie devait ressortir exactement le nombre recensé des populations dans des zones bien définies. C'est-à-dire que vous venez dans ma chefferie, de mon arrondissement, de mon village, vous ressortez de là, le chef est convaincu dans son procès verbal qu'il a recensé ces populations. Donc, le faire et avoir 10 jours, 15 jours, tout ça c'est de l'amusement, je le dis. Parce que si on était sérieux, nous n'en serions pas à ce niveau. Voilà. Nous sommes déjà dans une situation très critique. L'heure est grave, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de rattraper le tir? C'est possible encore? Parce qu'il faut quand même le souligner. On peut décider d'entreprendre une démarche pour combler les comment je vais dire, non pas les conséquences, mais combler du moins les erreurs qui ont été faites bien avant. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité vraiment que le tir soit rattrapé, vu que les élus religieux, les chefs traditionnels ont été interpellés? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une possibilité qu'on ait quand même une estimation à sa juste valeur de la population, disons, de Douala, par exemple? Non, Marinette, je pense que pour être sincère, ce n'est pas une élection présidentielle où on vous donne un calendrier du timing de début de la campagne électorale. Ici, on parle d'une date qui a été avancée depuis la date du 24 avril. Et que nous en soyons à supputer aujourd'hui à pouvoir mobiliser les forces vives pour dire qu'il faudrait que les agents recenseurs arrivent à faire ce boulot. J'estime que c'est de la rigolade. Parce que la nature, on dit que les habitudes ont la peau dure. Ce système a sa logique. C'est pour ça que ce pays est là où il est là aujourd'hui. Il y a une logique qui se sont déjà tracées, qui est en stratégie d'application. Si on veut que le pays, certaines choses se feront, ce que vous n'avez pas pu faire à 15 ans, 20 ans, quand vous avez de l'énergie, vous pouvez courir, vous ne pourriez pas le faire quand vous avez 50 ans. Donc, pour moi, j'estime que ça serait l'affaire du futur. Ce n'est plus l'affaire de ceci. Pour eux, ils ont une logique. Parce que si on avait une conscience de dire que c'est quand même quelque chose de sérieux, il n'y a rien de plus intéressant qu'on me dise que dans tel arrondissement, Douala premier, Douala deuxième, Douala troisième, voici les populations qui y vivent. Ça permet même de planifier la cartographie humaine de la zone dans laquelle vous êtes. On peut savoir qu'il y a tel étranger, parce que les étrangers ne seront pas recensés. On recense sur la base d'une carte nationale d'identité. Je ne sais pas s'il y a des actes de naissance qui rentrent en jeu, parce que moi je connais beaucoup de Nigérians qui ont des cartes nationales d'identité ici, mais on les englobe. Mais il y a des gens qui ont 3 nationalités au Cameroun, même quand la nationalité n'est pas permise, la double nationalité n'est pas permise. Mais on les recense. C'est une attitude de tricherie qui n'est pas bonne. Parce qu'en réalité, ceux qui lisent ce qui n'arrivent pas à s'implémenter là, à recenser, à refaire le planning géographique du Cameroun, ça les sert, ça les intéresse. Parce que le moment venu, on va arguer ça comme étant un élément pour dire que non, on a fait un recensement, les populations camerounaises ont été recensées, et que voilà, nous sommes un tel nombre, et ce n'est qu'à partir de ça que certaines décisions seront... Que certaines décisions. On peut élargir l'assiette des députés si on a la véritable démographie du Cameroun. On peut élargir l'assiette des maires et des conseillers municipaux. Donc tout ça, c'est ça l'importance du recensement. Mais si on essaie de saupoudrer et ne pas vouloir que ça se fasse, Marinette, je ne pense pas que le Cameroun aurait avancé. La réalité, c'est que nous y sommes
à moins de quelques jours de la fermeture de cette opération, c'est le ministre de l'administration territoriale qui se lève, qui croit mobiliser les autorités administratives qui ont, à la limite, été des observateurs depuis l'entame. Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'on les interpelle? Et quand je connais des mentalités, les gars vont dire que les perdièmes de notre travail, si les autres viennent, ils sont payés, rémunérés, et nous autres, qu'est-ce que nous, on va gagner là-dessus? Voilà la réalité. Voilà, ça a peut-être échoué du côté du recensement de la population. Est-ce qu'on peut revenir également sur... Parce qu'il faut dire que c'est un recensement couplé. Est-ce qu'on a quand même une certaine assurance en ce qui concerne le recensement justement général de l'agriculture et de l'élevage? De ce côté quand même, on peut être serein? Je ne sais pas ce que cette imputation veut dire. Qu'on pourrait recenser les plantations et l'élevage, on va comptabiliser les moutons, les chèvres et tous ceux qui produisent des œufs. Je ne sais pas. Il faut que j'arrive à comprendre le tissu industriel camerounais, si c'est cela qu'on veut recenser. Parce que quand on parle de l'agriculture, c'est une espèce d'industrie. Tout à fait. On ne peut pas, je ne sais pas comment les mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Est-ce que c'est les chefs qui seront appelés à répondre que Moussala a une plantation de tomates en Diki ou Moussala a une plantation de 2 hectares de manioc? On est là encore dans un cas d'infaisabilité, vous voulez dire? Oui, mais je ne comprends pas. Il faudrait bien que les experts en la matière qui pensent que ça se passe comme ça, il y a des données exactes qui doivent être faites depuis la tournée des autorités administratives dans des régions, ça devait être des segments de récolte des informations. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, c'est des données que chaque chef traditionnel maîtrise, ses élites et même ses planteurs qui viennent faire des investissements dans leur village. Chaque chef traditionnel. Donc, je ne sais pas quelle est l'alchimie que en quelques jours, on va pouvoir emprunter parce que tout ça, ça peut concourir aussi à dire que comme on nous demande d'aller déclarer les biens, et qu'on vient de couvrir les biens que vous aviez sans que vous ayez déclaré, l'article 66, si vous en convenez avec moi, de la Constitution recommande que toute autorité, toute charge administrative devait faire l'objet d'une déclaration. Pour l'homme, d'appliquer l'article 66, ça veut dire que vous déclarez vos biens avant que vous ne preniez le commandement d'une structure étatique. Mais c'est un jeu de cache-cache. Je ne vois pas le Cameroun s'en sortir avec ce que nous avions déjà comme des difficultés à aborder ce volet. Et que le BABA a raté dès l'entame de l'implémentation de ce recensement. Donc, ne pensez pas, on ne va pas faire de la magie. Moi, je suis convaincu que l'attitude de résilience que les Camerounais ont opté, que même là, ça va se passer. Je ne veux pas parler des leaders politiques qui n'ont peut-être pas joué leur rôle pour accompagner une telle opération parce qu'ils ont aussi tout intérêt à savoir. Ils auraient pu, dès le premier jour, demander un certain nombre comme s'il n'y avait pas des gens qui réfléchissaient. C'est pas, nous on fait notre rôle du journaliste. Parce que nous sommes interpellés et que nous devions faire notre rôle. Nous devons jouer notre rôle. Mais il y a des acteurs politiques qui ont la mission de dire qu'ils portent les voix des peuples. Parce que quand chaque acteur politique sort, il parle au nom d'un parti politique, donc au nom d'une partie du peuple. Donc, ils ne jouent pas leur rôle, leur partition. Et vous allez voir, ça va se passer comme ça. On va nous donner une copie pâle d'un recensement qui n'a réellement pas été un recensement de fond. En fait, s'il faut conclure, tout est à refaire. Mais j'avoue que tout est à refaire. Parce que je suis convaincu qu'on va nous présenter des choses. Et si on nous laisse le temps de rester critique pour dire que voilà ce qui n'a pas été fait, ils ont tout intérêt à ce que la donne ne soit qu'une sulfureuse cacheterie qu'ils vont faire et présenter aux Camerounais ce qu'ils voudront bien présenter. Mais dans la réalité, quand on voit ce qui va se faire, en l'espace de combien de jours on va mobiliser toute la nation pour demander aux gens d'aller. Moi, je ne connais pas les centres d'inscription. Parce que la communication n'a pas été faite à suffisance. Est-ce que vous, à Balafon, vous avez reçu un communiqué qui demande aux gens d'aller à tel point, comme on disait pendant le Covid. Il y avait justement des spots publicitaires. Il y avait des spots publicitaires. On n'en a pas fait. On demande aux gens d'aller se recenser. Il faut trouver le lieu du recensement.
on aurait pu mobiliser et dire même d'aller s'inscrire devant les commissariats d'arrondissement, les sous-préfectures, les chefferies des quartiers. On aurait même pu demander aux gens de quitter, de se déplacer, de le faire. Mais on ne l'a pas fait. On a laissé la chose. Je vous ai dit que ça a toute une nébuleuse derrière. Le système politique actuel est dans sa logique. Donc, ce que nous voulions, ce que nous recommandions, c'est qu'ils sachent qu'en face, il y a des gens qui ont au moins la lecture des choses. Donc, on n'est pas aussi dans un pays où toutes les bonnes choses sont parties. On a vraiment besoin que ce pays avance dans l'harmonie et la paix, dans tout ce qui peut concourir à rendre ce pays un peu plus démocratique. Mais quand les éléments de la démocratie sont écrasés, quand les éléments de la paix sociale sont écrasés à tous les coups, il faut qu'on fasse très attention. Voilà. Merci beaucoup d'être venu à Grand Plateau pour apporter cet éclairage et surtout pour ressortir les failles et surtout les tares de ce qui entoure, alors de ce qui se déroule autour de ce 4e recensement général. Merci d'être venu. Merci Marinette et bonsoir à un oncle qui aime bien voir votre émission, surtout quand je suis sur le plateau. Il s'appelle M. Boycon Etienne. Voilà. Donc il vous suit d'ailleurs. M. Boycon Etienne, merci pour votre fidélité. Merci également à vos chers téléspectateurs d'avoir regardé le Grand Plateau. Aujourd'hui, nous parlions du 4e recensement général de la population. Dans 10 jours, tout va s'achever. Avez-vous été recensé? C'était autant de questions qui ont été donc soulevées ici. Et selon notre invité, il y a un manque de volonté et malheureusement, c'est à la dernière minute que les choses semblent vouloir prendre place, ce qui ne donne pas une assurance claire de ce qu'on pourrait avoir, des chiffres à leur juste valeur. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain, s'il plaît à Dieu, pour une autre édition du Grand Plateau.